Les adresses publiques sont utilisées pour se connecter à Internet, tandis que les adresses privées sont, eux, utilisées en interne pour l'entreprise. Dans les adresses IP privées, chaque hôte a besoin d'une IP unique. Les hôtes privés qui ne se connectent pas à Internet peuvent très bien utiliser n'importe quelle adresse du moment qu'elle n'est pas affectée à une autre machine. Il y a en tout 3 plages d'IP qui sont désignées pour une utilisation strictement en interne et donc privée. L'ensemble de ces adresses ne sont pas acheminées dans ce qu'on appelle le backbone Internet. Les routeurs Internet sont tous configurés pour éliminer toutes les adresses privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas routables sur Internet. Dans un intranet privé, ces adresses peuvent très bien être utilisées, et c'est même plutôt conseillé, à la place d'adresses publiques. Et lorsqu'un réseau qui utilise des adresses privées veut se connecter à Internet, il faudra alors faire une translation des adresses privées en adresses publiques. Ce processus qui transforme les adresses privées en publiques pour pouvoir aller sur Internet s'appelle le NAT. Et le périphérique réseau qui s'occupe du NAT, c'est le routeur. Les adresses IP publiques sont utilisées sur des hôtes qui doivent être accessibles au public depuis Internet. D'ailleurs, la stabilité d'Internet dépend du fait que chaque adresse publique soit unique. Il existe un organisme qui veille à cette stabilité, c'est l'Internic. Aujourd'hui, ce nom a changé pour laisser place à l'IANA. C'est elle qui gère soigneusement l'ensemble des IP publiques pour s'assurer qu'il n'y a aucun doublon. Car une adresse publique en double entraînerait une énorme instabilité sur Internet. Pour obtenir une IP publique ou un bloc d'adresses, il faut se rapprocher de son fournisseur d'accès à Internet. Ou sinon, il faut prendre contact avec le LIR, car c'est eux qui peuvent obtenir des pools d'IP du registre Internet de sa région. Vous devez le savoir, avec la croissance rapide d'Internet, les adresses IP publiques viennent à manquer. C'est pourquoi de nouveaux mécanismes ont vu le jour, comme le NAT, ou bien le CIDR, ou alors le VLSM et aussi l'IPv6. L'ensemble de ces mécanismes ont été développés pour pallier au problème du manque d'adresses d'IPv4. Les petits réseaux utilisent en général des adresses privées, car elles offrent aux entreprises une grande flexibilité pour la conception de leur réseau. Cet adressage permet une administration plus pratique et une croissance plus facile. Mais par contre, avec des adresses privées, il n'est pas possible de surfer sur Internet. Et comme il n'y a pas assez d'adresses publiques pour équiper le réseau privé de toutes les entreprises, la seule solution, c'est d'utiliser un mécanisme qui permet de traduire les adresses privées en adresses publiques. Et c'est le NAT qui permet de faire cette translation d'IP. Depuis la création du NAT, les entreprises peuvent fournir à certains ou à tous leurs employés des adresses privées avec une possibilité d'aller sur Internet. Le NAT permet donc aux utilisateurs privés d'accéder à Internet en partageant une ou plusieurs adresses IP publiques. Pour comprendre le mécanisme du NAT, on pourrait le voir comme le réceptionniste d'une entreprise qui gère le numéro principal du standard. Si on appelle nous-mêmes depuis notre bureau un client et qu'on tombe sur son répondeur, on va alors lui laisser notre nom et lui demander de nous rappeler sur le numéro principal, celui du standard. On peut comparer ce numéro à l'adresse publique. Et lorsqu'il rappellera le standard, il dira au réceptionniste qu'il souhaite nous joindre en communiquant notre nom. Le réceptionniste vérifiera son annuaire de numéro et fera la liaison entre le nom et le numéro de poste. Alors le NAT n'est pas seulement fait pour surfer sur Internet. Supposons qu'on souhaite communiquer avec un autre réseau LAN et que ce réseau utilise le même plan d'adressage privé que le nôtre, ce qui arrive souvent lorsque deux sociétés fusionnent. Eh bien pour éviter des conflits, il faudra obligatoirement passer par le NAT. Il y a 2 types d'adresses importantes dans le NAT. On a l'inside local, qui est l'adresse d'un hôte sur le réseau intérieur, et on a l'inside global, qui est l'adresse traduite à l'intérieur de l'adresse locale. Dans le fonctionnement du NAT, le réseau intérieur est l'ensemble des réseaux soumis à la traduction. Et le réseau extérieur sont toutes les autres adresses qui sont habituellement des adresses valides situées sur Internet. Pour le NAT, Cisco a défini plusieurs termes qu'il faut connaître. L'adresse inside local, ce sont les IP attribués aux hôtes qui sont des adresses IP privées. Le terme inside signifie le réseau interne à l'entreprise. L'adresse inside global est la nouvelle adresse IP NATée de l'hôte pour pouvoir aller sur le net. Le routeur change l'adresse inside local par cette adresse inside global. C'est généralement une adresse IP publique. Il pourrait s'agir par exemple d'un serveur web.
L'adresse outside global est l'adresse IP qui réside dans la partie extérieure du réseau. Elle représente donc l'adresse IP de destination que l'hôte interne souhaite joindre. Et l'adresse outside local est l'IP externe de l'hôte de destination. En principe, elle est identique à l'adresse outside global. Alors pas de panique si vous n'assimilez pas encore ces termes, car dans la suite du cours, nous les retrouverons sur la configuration des différents types de NAT.